C'est la voix chevrotante d'émotion et le cœur serré que je m'adresse à vous aujourd'hui, car l'homme derrière la légende, le génial Walter Schwartz, est parmi nous dans l'assistance ce soir. Bienvenue à toi Simon, je t'embrasse. Aujourd'hui, dans un format un peu plus court que les formats précédents, nous allons parler de la condition des femmes aux États-Unis. Alors pas de la condition des femmes aujourd'hui, mais de la condition des femmes en 1920, au moment où se déroule notre jeu de rôle. Euh, donc voilà, comme je vous disais, un petit format un peu plus court. On va essayer d'être synthétique. Salut à tout le monde et j'espère que tout le monde va bien. Euh, dans un premier temps, voilà, je voulais rendre à César ce qui est à César, en disant que la plupart de ce chapitre s'inspire de ce livre absolument génial, une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn. Vraiment, je vous en recommande la lecture. C'est ce que dans l'équipe, ce qu'on a lu de mieux au sujet de l'histoire des États-Unis. Voilà, donc je vous invite à le lire. Pas de problème si vous voulez les références après coup. Alors, pour commencer, Howard Zinn, justement, appelle les femmes les opprimées domestiques. Pourquoi? Parce que ce sont simplement des organisatrices du foyer. Et il dit que le principe ségrégationniste, separate but equal, séparé mais égal, s'applique à elles aussi. Pourtant, la lutte pour l'égalité des femmes est ancienne, même si elle est confidentielle. Vous avez notamment le révolutionnaire américain Thomas Paine, auteur de pamphlets juridiques importants, qui se prononce pour l'égalité juridique entre les hommes et les femmes au XIXe siècle, et la Britannique Mary Wollstonecraft, qui publie en 1792 un ouvrage important, La défense des droits des femmes, qui connaît une large diffusion euh, aux États-Unis. Bon, donc ça c'est en 1792. Alors, la lutte pour l'émancipation féminine, elle date à peu près de là, fin XVIIIe siècle, et ça s'intensifie dans la difficulté au début du XIXe siècle. Et même dans les sphères progressistes, le féminisme se heurte à des résistances importantes. Par exemple, une célèbre féministe, alors ici vous avez à l'écran Mary Wollstonecraft, je passe à Lucy Stone. Donc Lucy Stone, au cours d'une conférence abolitionniste pour l'abolition de l'esclavage, donc dans les cercles progressistes, à Gardner, dans les Massachusetts, en 1847, elle est aspergée d'eau parce qu'elle tient des propos féministes. Euh, néanmoins, la période 1830-1850, c'est le moment de la sortie de la sphère domestique pour les femmes. Elles participent à toutes sortes de mouvements pour les droits, pas forcément leurs droits à elles d'ailleurs, donc droit des prisonniers, droit des malades mentaux, droit des Afro-Américains, abolitionnisme notamment. En fait, dans la première moitié du XIXe siècle, les revendications féministes sont elles-mêmes minoritaires. Mais à ce moment-là, ils fondaient une tradition importante sur laquelle je vais revenir dans un instant, la tradition des clubs militants féminins, notamment autour de la modération de la consommation d'alcool. Euh, alors, comment est-ce que le mouvement féministe lui-même se structure? Parce qu'on a vu, il y a des clubs féminins, il y a des femmes qui s'engagent en politique, qui sortent de la sphère domestique, mais il n'y a pas de revendication féministe à proprement parler, en tout cas pas massive, au début du 19e siècle. En revanche, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est la classe moyenne la classe moyenne féminine qui accède à l'emploi. Et donc, en fait, il y a une intégration par le travail des femmes de la classe moyenne. Pas des femmes ouvrières qui, elles, travaillent depuis longtemps, depuis toujours, j'ai envie de dire. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 1870, 19 000 employés de bureau, un demi-million d'employés de bureau féminines en 1900. Les femmes, elles sont infirmières, elles sont standardistes ou vendeuses, et beaucoup institutrices. Elles s'organisent aussi autour de revendications féminines, notamment de revendications féminines liées au travail. Donc par exemple contre le licenciement des institutrices en cas de grossesse, ce qui arrivait, c'est pas une blague, ça arrivait souvent. Et elles obtiennent aussi des victoires syndicales.
Par exemple, l'augmentation des blanchisseuses. Il y a eu pas mal de grèves de blanchisseuses, un métier extrêmement difficile et en grande partie féminin. Alors ici, ce que vous avez à l'écran, c'est pas une manifestation de blanchisseuses, c'est ce qu'on a appelé le soulèvement des 20 000 à l'hiver 1909-1910. C'est une grande grève des ouvrières du textile, à New York notamment. Alors, ces revendications féminines, elles sont en bonne partie portées par le mouvement socialiste naissant. Notamment, les femmes sont intégrées dans le mouvement socialiste. Eugène Debs, le président du Parti socialiste, fait même publier un journal qui s'appelle Socialist Woman. Women au pluriel, pardon. Mais l'émancipation féminine n'est pas seulement une affaire de socialistes, c'est en fait les classes bourgeoises et et les classes moyennes qui portent ces revendications. Donc, en fait, au début du XXe siècle, c'est pas seulement la classe moyenne qui accède à des emplois intermédiaires, c'est de nombreuses femmes issues de la bourgeoisie qui accèdent pour la première fois à des emplois très qualifiés. Donc, pour la première fois, vous avez des femmes médecins, des femmes architectes, des femmes juristes, des femmes pasteurs. Et tout ça étend la sphère des revendications. Ici, vous avez à l'écran une célèbre militante féministe, Margaret Sanger, qui dans un livre daté de 1920 qui s'appelle Woman and the New Race, pose pour la première fois la question de la contraception. Je vous lis une petite citation. Aucune femme qui ne possède ni ne maîtrise son propre corps ne peut prétendre être libre. Alors, il y a des femmes qui sont laissées un peu à l'écart de ce mouvement féministe. C'est notamment les femmes noires qui subissent, en plus de la misogynie, le racisme. Et elles souffrent de l'apathie, ou en tout cas du silence des féministes sur la question raciale. Ce qui fait qu'elles se retrouvent plutôt dans des organisations, dans des organisations noires ou afro-américaines, telles que la NAACP, sur laquelle on aura l'occasion de revenir la semaine prochaine. Et elle s'identifie à des penseurs noirs comme W.E.B. Du Bois, le premier intellectuel noir diplômé d'Harvard. Bon, alors, ce qui structure le mouvement féministe en 1920 et autour de 1920, c'est évidemment la lutte pour le droit de vote. Donc vous avez les suffragettes notamment qui se battent, comme leur nom l'indique, pour le suffrage des femmes. Mais même si leur combat est souvent plus large. La National American Women's Suffrage Association, NOSA, réunit en 1890 les groupes féministes qui se concentrent sur le droit de vote et également celles qui s'intéressent à l'émancipation féminine. Alors, j'y reviendrai dans un instant, c'est deux luttes qui cohabitent sans se confondre. C'est-à-dire que vous avez les féministes qui luttent pour l'émancipation des femmes, et vous avez les féministes qui pensent droit de vote d'abord. Ce sont ce qu'on appelle les suffragettes. Ici, vous avez l'une des cartes postales de la NAOSA aux couleurs de l'Ukraine, raison pour laquelle nous l'avons sélectionnée. Bon, alors, à partir du XXe siècle, vous avez des défilés annuels et des défilés massifs qui se déroulent à Washington et à New York pour réclamer le droit de vote pour toutes. La Nouvelle-Zélande, qui fait voter les femmes depuis 1893, et l'Australie, où les femmes ont accédé au droit de vote depuis 1901, servent d'inspiration explicite, tout comme les nombreux États où les femmes peuvent déjà voter. Le premier a été le Wyoming, qui accorde le droit de vote aux femmes en 1869. Bon. Voilà, donc vous avez comme ça des marches. Alors ici, vous avez l'une des grandes marches à New York. Ce sont des marches annuelles qui réunissent parfois des centaines de milliers de marchantes, enfin de marcheuses. Et vous avez ici un piquet de grève devant la Maison Blanche. Voilà. Et alors toute cette propagande, tout ce militantisme
aboutit au fait que le président Wilson lui-même finit par se prononcer en faveur du droit de vote en janvier 1918. Euh, le 19e amendement, lui, finira par entrer en vigueur en août 1920. Alors, pour finir cette présentation de la condition féminine, je voudrais qu'on s'arrête un instant voilà, sur cette femme, cette merveilleuse femme que vous voyez à l'écran, dont Mary Jones, dite Mother Jones, 1837 on pense, 1930. Et c'est une militante socialiste, hein, une militante de l'IWW, Industrial Workers of the World, le syndicat, enfin un syndicat rouge dont on aura l'occasion de reparler. Alors elle-même, elle est intéressante parce qu'elle incarne le conflit entre l'émancipation féminine et le droit de vote. Elle considère le droit de vote, c'est pas de moi, c'est une citation de Mother Jones, comme, je cite, une distraction bourgeoise détournant des luttes ouvrières et des luttes féministes. C'est une oratrice célèbre, c'est une oratrice redoutée, euh, et, euh, et elle organise des grèves, elle négocie avec les capitaines d'industrie, et on lit sur sa stèle au National Women's Hall of Fame, je cite là encore cette merveilleuse citation, elle était la fureur divine incarnée, elle avait parcouru tout le pays, et où qu'elle allât, le feu de la contestation s'était propagé. Un dernier point sur le Maine. Alors, le Maine, vous avez assez tôt, courant du 19e siècle, une lutte pour le suffrage, avec des figures comme Lucy Stone, dont je vous ai déjà parlé, ou Suzanne Anthony, qui viennent y parler dès les années 1850, mais ces efforts échouent. Alors, ils échouent pas complètement dans la mesure où les femmes dans le Maine euh, ont déjà le droit de voter au cours des primaires, mais elles n'ont pas le droit enfin des primaires des partis pour l'élection présidentielle, mais elles n'ont pas le droit de voter aux élections présidentielles elles-mêmes. Et finalement, le Maine ratifie tardivement, hein, le 19e amendement accordant le droit de vote aux femmes en novembre 1920. Mais les femmes s'organisent néanmoins en club pour revendiquer leurs droits. Donc vous en avez quelques-uns, hein, des ligues de tempérance, des ligues littéraires, ou bien des ligues dédiées au travail social bénévole. C'est aussi à ce moment-là qu'émergent les premières artistes femmes, l'autrice Sarah Jewett ou la photographe Chansonetta Emmons, dont je vous mets quelques-unes des photos qu'elle a colorisées à la main. Vous avez un petit bandeau parce que voilà, c'est des collections pardon, du musée historique du Maine. Ouais, ici, vous avez la photographie d'une école, alors pas dans le Maine, dans le Vermont, là encore colorisée à la main par Chansonetta Emmons. Bon, alors, quant à nous, c'est posé la question, quant à nous, oui, oui, des ligues de tempérance, absolument, des ligues enfin, des ligues pour la restriction, d'abord de la consommation d'alcool, puis pour la prohibition de la consommation d'alcool. Souvent des ligues d'inspiration religieuse. Voilà. Alors, en ce qui nous concerne, pour les chants de Tindalos, c'est posé la question de comment est-ce qu'on allait intégrer la question féminine. D'une part, hein, on est attaché au réalisme, parce que le réalisme facilite l'immersion, donc on essaye de s'inspirer du contexte historique de l'époque dans laquelle on joue, et notamment des oppressions. Et l'oppression misogyne est évidemment une oppression importante. Elle cantonne les femmes à la sphère domestique, souvent, et elle les réduit à des positions sociales inférieures. Alors, on n'a pas voulu atténuer ce degré de violence-là. euh, néanmoins, on s'est permis quelques libertés avec cette réalité pour les raisons suivantes. C'est qu'on pense que c'est important, notamment pour les joueuses, de pouvoir incarner, de pouvoir jouer avec des figures féminines fortes, auxquelles on a envie de s'identifier, de pouvoir éventuellement les incarner. C'est ce qui fait, c'est un choix conscient, hein, c'est ce qui fait qu'à Bath, le nombre de femmes chefs d'entreprise ou dans des positions de pouvoir est bien supérieur à ce qu'il est dans la réalité. Alors quelques exemples dont Nicolas vous a parlé dans la présentation des quartiers. Vous avez Erin Keenan qui a fondé le Parlement irlandais.
Vous avez Amber Winthrop, qui est patronne de la joaillerie et qui a recruté son frère. Vous avez Daphne Hyde, qui a créé son propre établissement, le Harriet Tubman, donc le café progressiste de la ville en fait. Vous avez également Augusta Silver qui s'apprête à prendre la succession de son père, Edward Richmond, le patron de la Richmond Fertilizer. Irene Milford qui règne sur les dames patronesses. Voilà, donc c'est une distorsion hein, qu'on s'est autorisée vis-à-vis de la réalité. En fait, on a essentiellement modifié les statistiques parce que ces choses-là arrivaient, mais arrivaient rarement. Voilà, principalement pour rendre le jeu agréable pour toutes et pour tous. Euh, donc ces PNJ aussi, on les a pensés comme pouvant devenir des PJ selon les souhaits des meneurs, des meneuses et des joueurs. Euh, enfin, pour conserver le lien réaliste, on a fait de ces femmes malgré tout des femmes d'eux ou des filles d'eux pour expliquer leur ascension. Par exemple, Augusta Silver, c'est la fille, c'est l'héritière en fait d'Edward Richmond. C'est ce qui explique sa position de pouvoir. Irene Milford, elle tient son influence politique de son défunt mari, Jerry Milford, qui était le maire démocrate de la ville entre 1900 et 1921. Voilà, donc nous on a voulu rendre le jeu en fait safe pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'en convention, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, parce que vous jouez avec nous, vous l'aurez remarqué, en convention, nos personnages, ils sont comment dire, réversibles. Vous pouvez jouer tous les personnages dans leur version féminine ou masculine. Ça ne change strictement rien ni au scénario, ni au personnage. Euh, enfin, on a voulu, mais ça c'est plus l'enjeu de la campagne qu'on tient tous les étés, faire du vote féminin un enjeu majeur. Et ça justifie le fait que notre campagne, elle se tienne en 1921. Donc vous savez, on joue une campagne politique où les joueurs jouent l'équipe de campagne de Salomon Fairfield et essayent de convaincre la ville de voter pour leur candidat. Eh bien, la campagne, elle se déroule en 1921 parce que pour la première fois de leur vie, de très nombreuses femmes vont voter. Et de là, il y a une nécessité pour les joueurs et les joueuses de capter ce vote. Et ça propulse en fait les thématiques féministes au premier plan. Donc voilà un peu le travail d'équilibriste qu'on a voulu mener avec Marie, avec Nicolas, avec tous les autres de l'équipe pour intégrer la question féminine. Et ben voilà, il est temps pour nous de nous quitter. Donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les réseaux, à lâcher des petits pouces et à partager évidemment. Quant à moi, bah, je vous retrouve avec joie à la même heure, mardi prochain 20h30. On se retrouvera pour parler cette fois de la condition des Afro-Américains. Voilà, bah, je vous embrasse tous, bisous et puis bonne soirée à tout le monde. Au revoir.